Bonjour à tous pour cette dernière séance de séminaire. Avant de présenter notre invité, mon invité, Loïc Blondiot, je voudrais vous dire que vous pourrez, à la sortie, si vous le souhaitez, laisser sur des feuilles de papier qui seront disposées sur les deux tables à la sortie vos coordonnées mail si vous souhaitez être tenu au courant des activités de la chaire. Bien sûr, vous pouvez toujours vous reporter aux pages qui sont consacrées à la chaire sur le site du collège, mais nous avons pensé que ça pouvait être bien aussi pour ceux qui le souhaiteraient de pouvoir recevoir des informations directes sur les activités de la chaire et sur les conférences que je donne, mes publications, etc. D'autre part, avant de commencer, je voulais aussi vous signaler que sera organisé à Cerisy, du Cerisy-la-Salle, qui est le centre international de rencontres où il y a beaucoup de colloques de toutes sortes, du 15 au 20 septembre, une semaine de séminaire qui sera consacrée à une réflexion sur la démocratie autour de mon travail. Ceux d'entre vous qui seraient intéressés par ce séminaire ou qui connaîtraient des personnes intéressées, Madame Segers et Monsieur Benhamad distribueront à la sortie le programme de cette rencontre. Je vous présente donc maintenant Loïc Blondiot. Loïc Blondiot est une des figures de la science politique française. Il a essentiellement travaillé sur les questions de la démocratie délibérative, de la démocratie participative, et il est une des rares personnes qui ait lié son travail historique et théorique à une forme de pratique. Il a en effet été le conseiller de nombreuses municipalités, de régions ou de départements qui mettaient en place des pratiques de concertation, des pratiques de démocratie participative, et que ce soit à Bordeaux, à Saint-Étienne, à Grenoble et dans beaucoup d'autres villes, il a suivi la mise en œuvre de processus expérimentaux. Donc avec lui, nous n'avons pas simplement la voix d'un théoricien, mais aussi de quelqu'un qui s'est attaché à mettre en place des structures nouvelles et des formes nouvelles de concertation. Il est d'ailleurs le co-animateur de l'Institut de la concertation et il préside depuis 2009 le conseil scientifique d'un grand groupement d'intérêt scientifique en France qui réunit à la fois des historiens, des sociologues et des politistes sur le thème participation du public, décision et démocratie participative. Je dois mentionner aussi qu'en dehors des livres justement sur ces deux registres, à la fois un registre théorique et un registre pratique sur la démocratie qu'il a publié, son premier ouvrage, issu de sa thèse, reste un ouvrage de référence sur l'histoire sociale des sondages. Chacun d'entre nous est confronté aujourd'hui à exposer, je dirais, à la lecture des sondages, et c'est le seul ouvrage qui était véritablement consacré à une histoire à la fois scientifique, intellectuelle et pratique des sondages. C'est un ouvrage publié aux éditions du Seuil qui a pour titre « La fabrique de l'opinion, une histoire sociale des sondages ». Ceux qui s'intéressent à cette question, je vous recommande donc vivement de vous tourner vers lui. Pour terminer ce séminaire qui a été consacré à la question du référendum et qui donc clôt le cycle de mes cours et du séminaire, j'ai pensé qu'il était intéressant de demander à Loïc Blondiot, non pas de conclure sur la question du référendum proprement dit, mais d'élargir un peu le champ de réflexion à une approche plus générale des problèmes contemporains de la démocratie. Et donc, je commenterai ensuite selon l'habitude, je commenterai ensuite son exposé. Et il m'a semblé que cet élargissement du thème du dernier séminaire était de nature non pas à offrir une conclusion au séminaire, mais en tout cas un point d'orgue avant de recommencer les travaux plus ponctuels l'an prochain. Voilà, je donne la parole à Loïc Blondiot en le remerciant très vivement d'être venu en voisin, puisqu'il est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 1,
où il a animé successivement de nombreux masters consacrés justement aux questions de la démocratie participative et à d'autres sujets plus théoriques de sciences politiques. Voilà, merci Loïc, la parole est à toi. Merci Pierre. Alors c'est pas parce que j'arrive en voisin que je suis pas impressionné d'intervenir dans cette grande maison et devant Pierre Rosanvallon, qui est quelqu'un dont j'ai beaucoup appris et dont je suis très honoré qu'il ait accepté que je vienne, qu'il ait pu penser que je puisse apporter quelque chose à son séminaire. Alors, il a dit que ma position était hybride, c'est-à-dire elle est celle à l'origine d'un sociologue qui observe des dispositifs. Les premiers que j'ai observés, c'est il y a une vingtaine d'années maintenant, c'était des conseils de quartier dans le 20e arrondissement de Paris, mon arrondissement, tiré au sort. Et puis, progressivement, j'ai commencé à mener une réflexion théorique sur cette notion de démocratie participative, et puis je m'en suis un peu éloigné, et j'y reviendrai, pour essayer de réfléchir à la question de ce que nous appelons, nous sommes un certain nombre dans la science politique et la théorie politique internationale, à parler aujourd'hui de démocratie délibérative. Et puis de plus en plus, je suis amené à accompagner, évaluer, conseiller, le mot est peut-être un peu fort, mais discuter avec les acteurs eux-mêmes d'un certain nombre de dispositifs. Et j'ai créé il y a 3 ans à la Sorbonne un master professionnel d'ingénierie de la concertation qui essaye de former des spécialistes des démarches collaborative, participative dans l'action publique. Alors, mon propos aujourd'hui, intitulé « La démocratie à refaire », part d'un constat que nous sommes tous en mesure d'observer aujourd'hui, c'est que nos institutions démocratiques vont très mal. C'est une évidence, les élections des 2 derniers dimanches nous en apportent une confirmation supplémentaire, s'il en fallait, et je vais partir d'un état des lieux critique de l'état des institutions démocratiques aujourd'hui dans les sociétés occidentales. Je vais dresser une liste de symptômes, d'indicateurs de cette dégradation de l'état de nos démocraties, dont beaucoup sont bien connus, mais qui sont indispensables à l'analyse. Et dans un second temps, je vais me demander si le moment présent est celui d'une fin, d'une agonie, d'un modèle ou d'un régime qui s'est imposé il y a maintenant plus de 2 siècles, à la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France, ou s'il nous offre ce moment la possibilité d'un commencement. Et je vais pointer 3 chantiers, 3 enjeux de réforme, de réforme radicale, de rénovation des institutions démocratiques, en faisant l'hypothèse que c'est la combinatoire de ces 3 dimensions qui permettra peut-être de sauver ce régime. Je vais partir d'une définition de la démocratie avant de commencer. Cette définition de la démocratie, je l'emprunte à mon collègue professeur de sciences politiques américain Robert Dahl, décédé il y a quelques semaines, qui définit essentiellement la démocratie comme la chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement et la décision. La chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement et la décision. Alors évidemment, c'est le cœur de la définition de la démocratie. Il faudrait y ajouter évidemment les libertés individuelles, l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Mais au fond, finalement, la démocratie, qu'est-elle d'autre que cette égale possibilité pour chaque citoyen d'influencer la décision? Et c'est de ce point de départ que je vais partir pour poser des questions qui aujourd'hui me paraissent actuelles et urgentes. Des questions comme: qui gouverne aujourd'hui réellement? Les citoyens ont-ils la moindre influence, possibilité d'influence sur le gouvernement?
sommes-nous représentés à égalité par ceux qui sont censés nous représenter? Nous verrons que à toutes ces questions, les réponses posent problème, mettent en doute à la fois la légitimité et l'efficacité de cette forme de gouvernement et conduisent à sa réévaluation. Alors je commence maintenant, en premier point, par un état des lieux de la démocratie contemporaine. Un état des lieux qui va commencer par un rappel bien connu pour les lecteurs de Pierre Rosanvallon du paradoxe sur lequel nous vivons depuis plus de 2 siècles. Ce paradoxe, c'est celui d'une forme de gouvernement représentatif, on parle parfois de démocratie représentative, qui a voulu, à son origine, tourner le dos à la démocratie, qui s'intitule pourtant comme tel aujourd'hui. Le régime sous lequel nous vivons a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France pour constituer une alternative à la fois à l'absolutisme monarchique et à la démocratie, conçu comme un régime archaïque et dangereux. C'est ce qu'ont bien montré les travaux de Pierre Rosanvallon, mais aussi le livre qui vient de paraître en France récemment du politiste canadien Francis Dupuy-Derry sur l'histoire du mot démocratie, qui montre que la quasi-totalité des constituants, des révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle n'aimaient pas la démocratie et se méfiaient de ce régime. Il apparaissait en particulier impensable de permettre au peuple de se gouverner lui-même, comme dans les cités antiques. L'un de nos pères fondateurs, Sieyès, à l'origine plus ou moins forte de 3 de nos constitutions, l'a clairement énoncé en son temps dans un discours qui est souvent cité, du 7 septembre 1789, discours qui résume l'esprit du gouvernement représentatif. Je cite Sieyès: « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut agir, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » Fin de citation. On ne peut être plus clair sur les intentions de Sieyès. Le régime qui se met en place à cette époque, le gouvernement représentatif, qui deviendra un peu plus tard démocratie représentative, confie le pouvoir à une aristocratie élective, pour reprendre le mot de Bernard Manin, au nom de 3 arguments que je rappelle, mais la vivacité de ces arguments n'a jamais été démentie depuis. Premier argument, un argument technique. Les nations modernes sont trop vastes pour que la démocratie directe puisse y être pratiquée. La démocratie ne serait praticable que dans des cités beaucoup plus petites. Deuxième argument sociologique sur lequel s'appuie fortement Sieyès, d'autres le feront à sa suite. Le fonctionnement des sociétés modernes, la disparition de l'esclavage en particulier, interdisent que l'ensemble des citoyens se consacrent en permanence à la chose publique. Il faut donc qu'une fraction d'individus, il ne parle pas de professionnels, mais nous avons considéré que ceux-ci devaient être des professionnels, il faut qu'une fraction d'individus se consacre quasiment à plein temps à la chose publique. Troisième argument, le plus fondamental de tous, c'est un argument politique. Le peuple, comme le dit Montesquieu, n'a pas suffisamment de loisirs pour se gouverner lui-même, il n'a pas suffisamment de lumière pour se gouverner lui-même, il doit donc se désigner des représentants, et pour se désigner des représentants, là, il est suffisamment éclairé pour le faire. Il est en mesure de bien choisir ses représentants. L'idée de démocratie représentative qui va s'imposer au XIXe siècle est donc un oxymore, si au regard de ce rejet de la démocratie à la fin du XVIIIe siècle, un oxymore, ou un régime mixte au sens ancien, antique du terme, comme le dit Bernard Manin, qui contient
des principes démocratiques, à commencer par l'élection, qui est l'élément démocratique du système, mais beaucoup de principes aristocratiques, et en particulier l'indépendance des gouvernants à l'égard des gouvernés. Ce régime a été une extraordinaire réussite. Il a réussi à s'adapter au cours du temps. Il a connu de nouvelles institutions, notamment les partis, qui sont venus le faire aider à son fonctionnement. Il a réussi au final à concilier la liberté des modernes, au sens de Benjamin Constant, tout en maintenant un pouvoir de contrôle des citoyens. Or, c'est cette forme de gouvernement qui est aujourd'hui atteinte et qui est confrontée à un double questionnement. Et ce sera mes deux points principaux de cette première partie, un double questionnement sur son efficacité et un questionnement sur sa légitimité. Premier questionnement, un questionnement sur son efficacité. La période actuelle révèle, alors ça ce sont des choses bien connues, mais que je rappelle évidemment, révèle l'incapacité des gouvernements démocratiques à affronter un certain nombre de défis. On pourrait parler d'intensification des épreuves auxquels sont confrontés nos gouvernements. Et remise en question, c'est la principale épreuve, la capacité et ou la volonté du pouvoir politique de s'imposer à d'autres pouvoirs qui prennent le pas sur lui. Ces capacités de régulation de l'économie et des marchés financiers sont altérées. Les gouvernements nationaux sont impuissants face aux stratégies des entreprises transnationales. Les banques leur imposent très largement leur choix, et dans un contexte général d'empiètement de la sphère économique sur toutes les autres sphères sociales, le pouvoir politique apparaît sous l'emprise d'autres forces. Quelle que soit l'origine de cette situation, s'agit-il d'un asservissement volontaire des gouvernements ou d'un fait, d'une contrainte extérieure, c'est de cette évolution que nous sommes aujourd'hui les témoins sidérés et impuissants. Donc ça, c'est un point important. Deuxième défi, les gouvernements aujourd'hui occidentaux apparaissent également impuissants à relever les défis de la crise environnementale et du long terme. Dès lors que c'est l'avenir aujourd'hui de la planète qui est en jeu, trois questions se posent. Elles ont été beaucoup travaillées, notamment par Pierre Rosanvallon. Il existe aujourd'hui une absence de régulation à l'échelle globale. Les problèmes environnementaux révèlent le caractère artificiel de nos frontières politiques. Et la question se pose aujourd'hui de penser des institutions de régulation à l'échelle de la planète qui nous approcheraient d'une forme de démocratie cosmopolitique ou d'une démocratie globale. La chose est particulièrement difficile à penser, comme le dit notamment un livre récent de ma collègue philosophe Catherine Colliot-Tellen, qui parle de démocratie sans démos. La chose est extrêmement difficile à penser parce que nous avons beaucoup de difficultés à penser la démocratie sans référence à une communauté particulière, disposant de droits. Et l'idée d'une communauté mondiale est une idée qui est encore aujourd'hui à l'épreuve, n'a pas encore émergé ni dans la pensée, ni évidemment dans le droit. Deuxième défi, c'est celui du temps. Pierre Rosanvallon a dit très justement que les démocraties électorales représentatives étaient myopes. Elles ne voient jamais plus loin que la prochaine échéance électorale et elles sacrifient les générations futures, la représentation du long terme, à des choix satisfaisant des intérêts immédiats. Or, ce qui est en jeu, très clairement, avec un certain nombre de dérèglements environnementaux et le changement climatique, le dernier rapport du GIEC va clairement dans ce sens. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité de maintenir les conditions de la démocratie sur Terre. Est-ce que les guerres climatiques qui s'annoncent, les affrontements autour des ressources rares, nous permettront encore de nous gouverner démocratiquement ? Ou en tout cas, nous permettront encore à ceux qui viennent et à ceux qui nous succéderont, voire à nous-mêmes, pour beaucoup d'entre nous, nous permettront, dans un délai relativement court, de nous gouverner démocratiquement. Troisième défi,
Face à cette crise environnementale, nos gouvernements sont dans l'incapacité de faire les choix courageux qui permettraient d'affronter ces échéances, compte tenu de leur faible légitimité. Comment contraindre les citoyens à changer radicalement de mode de vie dans un cadre politique, rappelle Dominique Bourg notamment, et Kerry Whiteside, dans un cadre politique dans lequel les démocraties libérales leur ont promis qu'ils pouvaient consommer et produire librement sans contrainte. Ce pacte-là est aujourd'hui difficile à remettre en cause. L'autre symptôme de la crise actuelle, on a vraiment le sentiment ici que je fais une sorte d'enterrement, j'enterre la démocratie. L'autre symptôme de la crise actuelle, c'est le dessaisissement des autorités politiques et surtout la concurrence d'autres pouvoirs. Il est significatif qu'il y a une quinzaine d'années, le vocable de gouvernance, se soit substitué à celui de gouvernement, à la fois dans le vocabulaire d'un certain nombre d'organisations internationales, mais aussi dans le vocabulaire de la science politique, pour renvoyer à un pouvoir de décision de plus en plus fragmenté, de plus en plus éclaté, impliquant une multiplicité d'acteurs, plus ou moins coordonnés, acteurs publics, mais aussi acteurs privés. Et ce, à différentes échelles. On parle souvent de gouvernance multiniveau. Alors, on voit tous les effets de cette situation. On voit à quel point le pouvoir d'action des gouvernements nationaux s'affaiblit au regard de la montée en puissance de l'Union européenne et des pouvoirs décentralisés. Mais la gouvernance, elle opère à tous les niveaux. Et cela produit une opacité, une illisibilité du processus de décision qui finit par poser la question de la responsabilité du politique. Qui, aujourd'hui, est responsable de la décision ? Est-ce qu'il est légitime, par ailleurs, que des acteurs privés soient placés au même niveau dans ces espaces de fabrication de la décision que des acteurs issus de l'élection ? Autre constat, la montée en puissance de pouvoirs non élus dans les démocraties. Pouvoir dont la légitimité fait problème. Alors évidemment, les marchés, les agences de notation, ce que les anglo-saxons appellent le phénomène de l'agencification, les juges, phénomène de la judiciarisation aussi, bien attesté, les médias, autres acteurs qui concurrencent, contraignent le pouvoir politique. Au point que l'on puisse aujourd'hui s'interroger sur le contenu de ce pouvoir, au point que l'on puisse parler d'un processus d'évidement du pouvoir politique. Dans les relations internationales, mes collègues parlent d'États creux, hollow state, c'est-à-dire d'États en trompe-l'œil. Est-ce que le pouvoir politique aujourd'hui n'est pas un pouvoir politique en trompe-l'œil, qui ferait de la figuration, qui le ferait plutôt mal, mais qui continuerait d'un certain point de vue à entretenir l'illusion de la représentation, l'illusion du pouvoir, alors qu'il n'en possède plus. Alors cet évidement du politique, il a une conséquence majeure, c'est chez les citoyens, c'est la montée de deux réflexes, l'indifférence et le cynisme. L'indifférence, à quoi sert-il d'aller voter, puisque les gouvernants ne gouvernent pas ou gouvernent tous de la même façon? Il est frappant que la montée de l'abstention aujourd'hui s'explique essentiellement par ce constat de la futilité ou de l'inutilité du politique. On le voit bien lorsque les enjeux apparaissent plus saillants. Pensons à l'élection présidentielle qui continue à maintenir une forme de croyance dans l'intérêt du vote. Les élections présidentielles de 2007 et 2012 en France, ou celles de Barack Obama, la première en tout cas, ont vu un taux de participation tout à fait acceptable. Et finalement, il y a moins un désintérêt du politique en tant que tel. Les items de mes
collègues qui font des enquêtes sur l'intérêt pour la chose politique ne diminue pas, c'est l'intérêt pour les institutions politiques qui diminue. Alors cet affaiblissement structurel du pouvoir politique n'implique pas forcément un retrait de l'État dans tous les domaines. Les gouvernements continuent à afficher leur capacité d'agir, le plus souvent dans une forme de rhétorique guerrière, sur les problèmes de sécurité, d'immigration. Et là, ils sont capables de désigner des ennemis et de mettre en scène leur capacité d'agir. L'État policier, l'État gendarme ne s'est jamais aussi bien porté. On le voit, notamment dans la révélation des dispositifs de surveillance un peu partout dans le monde occidental au cours de ces dernières années, et il prospère sur le déclin de l'État social. Alors mes collègues ont tiré des conséquences de tout cela. La théoricienne politiste radicale Wendy Brown parle de processus de dédémocratisation, c'est-à-dire que nous reviendrions en arrière, selon elle, et elle nous dit, elle qui est une théoricienne radicale, nous en venons à regretter la démocratie représentative électorale jusque dans ses limites. Et mon collègue anglais, Colin Crouch, parle de post-démocratie dans un livre qui vient d'être traduit en France. Post-démocratie, nous aurions un peu comme à la fin de la République romaine et au début de l'Empire, un maintien en trompe-l'œil d'institutions démocratiques. Il y aurait toujours des parlements, toujours des élections, une façade, mais ce ne serait plus les forces démocratiques issues de l'élection qui gouverneraient. Le pouvoir serait ailleurs. Petit c, une crise de légitimité. Crise d'efficacité, crise de légitimité. La conséquence de tout cela, elle est claire. C'est la montée de la défiance à l'égard des politiques, inutile de s'appesantir, une défiance qui oscille, je vous le disais, entre l'indifférence et la protestation. La montée du vote protestataire, du vote d'extrême droite qui se constate partout en Europe, traduit selon moi la nostalgie vis-à-vis d'un pouvoir politique fort, une forte demande de politique, la nostalgie de schémas d'action clairs, d'une vision de la politique dans laquelle la ligne entre les amis et les ennemis est clairement signifiée. Au-delà de cette défiance, il y a un soupçon plus général qui pèse sur toutes les formes d'autorité. Politique, scientifique, morale, sociale. Le soupçon est celui d'une collusion et d'une trahison des élites. Un certain nombre de scandales ont contribué à l'alimenter, mais il est intéressant de voir que la défiance qui touche les politiques touche aussi les scientifiques, qui s'en inquiètent très fortement. On voit monter la thématique du complot, notamment sur Internet, comme si il y avait une sorte de trahison inéluctable et de mensonges consubstantiels chez les élites. Il y a un petit livre à succès, très, très discutable, mais qui a beaucoup fait parler de lui, le livre de Gerald Bronner, qui s'appelle « La démocratie des incrédules », livre avec lequel je suis en désaccord sur un certain nombre de points, qui s'inquiète de la manière notamment dont Internet propage cette idéologie du complot et institutionnalise cette défiance généralisée à l'égard de l'autorité. Un des éléments les plus clairs, et qu'il faut interroger, me semble-t-il, c'est la réélection aux dernières municipales de tous les élus les plus corrompus. Et il faut vraiment là s'interroger. Est-ce que la banalisation est telle, le sentiment que de toute façon ils sont tous pareils est à ce point répandu dans la population? Je pense que mes collègues, et notamment Pierre Lascoum, qui a publié un livre sur la démocratie corruptible, dans la collection de Pierre, aurait d'autres réponses. Mais on peut s'inquiéter de cette réélection. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une indifférence ou du sentiment que, de toute façon, ils sont tous pareils, montée également d'un sentiment d'impuissance ou de dépossession démocratique de la part des citoyens. Je pense qu'on a sous-estimé l'effet de l'après-référendum sur le traité constitutionnel européen.
s'apercevoir que le peuple s'étant prononcé, les politiques ont fait comme si de rien n'était pour représenter le même texte sous une autre forme, a pu être perçu, et je m'en rends compte, comme un déni véritablement de démocratie. Et on a vu aussi cette crainte des élites politiques et technocratiques à l'égard de la démocratie au moment de la crise de 2009-2010, lorsque le Premier ministre grec a souhaité organiser un référendum, c'était devenu quelque chose d'absolument impensable. Faire parler le peuple sur un enjeu aussi important que celui-là était considéré comme une sorte d'agression vis-à-vis du consensus des élites. Sentiment aussi d'une classe politique qui, alors ça c'est un autre élément, qui ne représente pas l'intégralité de la population. Alors qui ne la représente pas à la fois dans ses composantes, c'est la critique du déficit de représentativité sociologique des représentants, c'est la dénonciation du club de vieux mâles blancs que constituent les assemblées à tous les niveaux et toutes les instances politiques, en disant cette élite politique ne se renouvelle pas à l'image de la population. C'est un point. Mais aussi sentiment que certaines fractions de la population ne sont plus représentées du tout. Et là, je voudrais m'arrêter sur ce qui m'apparaît comme un des points les plus critiques de cette situation, c'est la désaffiliation politique de fractions entières de la population. Parce que s'il y a montée de l'abstention, cette montée ne touche pas toutes les catégories de population. Cette abstention différentielle, elle touche les catégories populaires et les jeunes, qui sortent aujourd'hui à peu près totalement du processus de représentation. 55% d'abstention à Roubaix, c'est un chiffre, et dans un certain, plus de 55% dans d'autres villes populaires, notamment en banlieue parisienne. C'est un signe qui est suffisamment inquiétant pour qu'on s'y intéresse. Mes collègues Braconnier et Dormagin ont parlé de démocratie de l'abstention pour souligner que dans certains milieux, la participation électorale est la norme, et l'exception, et l'abstention est devenue la norme. Même chose pour les jeunes. Abstention différentielle chez les jeunes. Alors, même si la jeunesse n'est qu'un mot, il y a... Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est un biais dans le processus de représentation, un biais que la démocratie représentative ne parvient pas à corriger. Parce que qui ne vote pas ne compte pas. C'est un point capital. Ça vaut pour les générations futures, comme pour les jeunes aujourd'hui. Tous les choix politiques se font à leur détriment, systématiquement, et ça vaut pour les catégories populaires. Ce phénomène me semble l'un des plus problématiques. Il existe, c'est vrai, un seuil incompressible d'apathie politique. La science politique nous apprend qu'il y a toujours entre 15 et 20% des gens qui vivent à côté du politique, qui ne s'intéressent pas aux politiques, qui n'iront pas voter, s'inscrire, quoi qu'il arrive. Mais que va-t-on faire finalement de cette population ? C'est donc un véritable procès en légitimité qui est fait aux politiques, et l'une des preuves que l'on peut en trouver, c'est le surgissement dans le débat public depuis quelques années de la thématique de l'oligarchie. Dans les milieux, certes, les plus radicaux, les milieux les plus critiques, les indignés, Occupy Wall Street, l'idée que nous serions aujourd'hui non plus en démocratie, mais dans un autre système qui est l'oligarchie, est une idée qui se répand. Je vous rappelle ce que c'est que l'oligarchie. C'est un régime politique dans lequel la souveraineté appartient à un petit groupe de personnes, à une classe restreinte et privilégiée. Cette thématique de l'oligarchie, aujourd'hui, évidemment, est contestée, mais elle commence à être prise au sérieux du fait du caractère très inégalitaire socialement de nos démocraties. Je pense ici aux travaux de deux de mes collègues américains, Martin Gilens
et Bartels, Larry Bartels, qui explique qu'aujourd'hui, les gouvernements américains successifs s'alignent sur les demandes et les opinions d'une petite fraction de la population, avec un phénomène d'interpénétration des élites, de confusion des élites, qui atteint des niveaux inégalés jusqu'à aujourd'hui. Un certain nombre d'indices scientifiquement établis qui autorisent aujourd'hui à se poser cette question de l'oligarchie. Que reste-t-il de démocratique dans ces oligarchies ? L'autre image qui avait été très forte, c'est l'image du 1% contre les 99% mobilisés par le mouvement Occupy. Oui, il y a 1% qui est très content du système, qui est très bien représenté. Or, les 99% ne sont pas représentés. Vous ne nous représentez pas. C'était la thématique de... Bon, ça reste évidemment un discours à bas bruit, peu visible évidemment dans les médias, qui sont assez hostiles en général à ce type de critique radicale du système, mais il émerge, et ça c'est une nouveauté. Il y a un danger donc véritable, danger qui pèse sur à la fois cette défiance à l'égard du système. Une de mes collègues, Pippa Norris, avait parlé du phénix démocratique. Elle avait dit que finalement, la critique des démocraties représentatives ne portait moins sur le système lui-même que sur ceux qui étaient à sa tête. Et elle notait la montée de cette critique, mais elle montrait que la démocratie représentative, et là c'est l'objet d'un débat tout à fait intéressant en sciences politiques, sur la demande que pourraient avoir les citoyens d'alternatives. Certains pensent qu'il n'y a pas de demande d'alternative, qu'en fait les citoyens ne veulent pas se débarrasser de représentants. C'est la thèse d'un livre fameux de Ibing et Theis-Morse au début des années 2000, qui disent de toute façon, ils veulent que les représentants fassent leur job et ils veulent au maximum que les représentants ne soient pas corrompus et les écoutent quand ils ont quelque chose à leur dire. Et puis, il y a une thèse qui est beaucoup plus aujourd'hui discutée, qui est la thèse de mon collègue Michael Neblo, qui dit au contraire, c'est parce qu'on n'a jamais véritablement proposé aux citoyens de participer. C'est parce que la participation politique qu'on leur a opposée a toujours été en trompe-l'œil. Et il essaye de démontrer, mais c'est compliqué, que dans un autre état de nos démocraties, il est fort possible que les citoyens s'emparent des pouvoirs qu'on leur donne, s'emparent de ces pouvoirs. On y reviendra peut-être. Donc les adversaires de la démocratie n'ont jamais été aussi nombreux. Il y a les experts qui ont toujours rêvé de s'en passer, on le voit, la Troïka qui donne ses consignes au gouvernement endetté du Sud, n'a que mépris pour la démocratie. On voit l'extrême droite, partout, offrir une alternative. Il existe une tentation autoritaire aujourd'hui dans nos démocraties. On pourrait voir les écologistes, eux aussi, considérer qu'il est trop tard pour sauver à la fois la démocratie et l'environnement. Et ce moment est peut-être le moment de réfléchir à nouveau frais sur nos institutions démocratiques, de repenser notre idéal démocratique, de stimuler notre imagination démocratique, de ce qu'elle pourrait être. Et c'est le deuxième temps de mon intervention, dans laquelle je vais vous proposer quelques pistes pour repenser l'idéal démocratique et ses institutions. Quel pourrait être le contenu d'une autre démocratie ? Je vais partir de changements qui sont d'ores et déjà à l'œuvre, mais je vais partir aussi d'idéaux qui sont aujourd'hui en gestation dans la théorie politique. Je vais essayer de me situer toujours à ces deux niveaux. Je vais essayer aussi de me débarrasser d'une notion piégée, qui est la notion de démocratie participative, qui me piège d'autant plus que je suis censé en être un spécialiste, mais qui est une notion qui a été tellement dévoyée dans le discours politique et
trop peu définie par la théorie politique pour vraiment englober tout ce dont je vais vous parler. Notion dévoyée donc par toutes les formes de pseudo-participation. Elle a été récupérée par les acteurs eux-mêmes et qui ont transformé cette démocratie participative en exercice un peu vain de communication politique. Et puis notion trop floue qui abrite trop de significations et de projets politiques multiples. Entre la démocratie participative du Parti des travailleurs brésiliens des origines et la démocratie participative de David Cameron aujourd'hui, dans son projet de Big Society, il n'est pas possible de faire un pont. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est de 3 types de principes et d'expérimentation et de dispositifs qui renvoient à 3 stratégies de régénération possible de la démocratie. 3 stratégies qui renvoient elles-mêmes aux 3 composantes de la démocratie, de l'univers démocratique. Sa composante institutionnelle, sa composante contestataire, ce que Pierre Rosanvallon appelle la contre-démocratie, donc sa composante extra-institutionnelle, et la 3e composante qui me paraît décisive, l'espace qui se situe entre les deux. L'espace interstitiel entre les institutions et la société, cet espace de confrontation au sein duquel les légitimités institutionnelles et extra-institutionnelles se confrontent, pour reprendre un autre vocabulaire, l'instituant et l'institué, d'un certain dire, pour produire de la légitimité. La première composante, c'est celle sur laquelle je serai le plus court et le moins original, évidemment. C'est la composante institutionnelle, la voie de la réforme institutionnelle. La question, elle est, faut-il jeter le bébé de la représentation avec l'eau du bain? Peut-on envisager de se débarrasser aujourd'hui de l'élection, de la représentation? Il est clair, me semble-t-il, que dans une grande majorité, les auteurs et les acteurs sur lesquels je m'appuie dans mon exposé ne le pensent pas. Jusqu'à plus ample informé, ou en tout cas, il n'y a pas de substitut concevable et efficace à court et à moyen terme aux institutions de la démocratie représentative. C'est un point sur lequel je voudrais être très, très clair. Le débat oppose la science politique internationale sur cette question et ce débat met en avant la disponibilité d'une partie des citoyens et d'une grande partie des citoyens vis-à-vis de formes différentes de démocratie. Disponibilité matérielle, je renvoie au vieil argument, mais disponibilité intellectuelle. On voit bien comment, depuis une trentaine d'années, à force de vouloir transformer les citoyens en consommateurs, pour reprendre l'expression de mon collègue Benjamin Barber, les pouvoirs économiques et les pouvoirs politiques y sont parvenus. Nous pensons le monde comme des consommateurs avant de le penser comme des citoyens. Et donc, il y a une transformation des subjectivités à mener qui, évidemment, ne peut pas se faire aussi facilement que... Bon. Donc, vu l'ampleur de la tâche, il faut garder les institutions, mais il faut les réformer, évidemment. Et en particulier, c'est le seul point sur lequel je m'arrêterai, lutter contre l'hyper-professionnalisation du métier politique. Professionnalisation qui est allée extrêmement loin, au point qu'aujourd'hui, les élites politiques se recrutent essentiellement de manière endogame, c'est-à-dire que vous êtes assistant parlementaire, vous êtes membre des jeunesses, et puis vous êtes après politique. Il y a une sorte d'enfermement sur elle-même de la profession politique qui a des effets en cascade et qui est évidemment extrêmement problématique. Ça renvoie au cumul des mandats dans l'espace, mais surtout dans le temps.
Comment tolérer aujourd'hui que cette question ne soit pas posée, cumule des mandats dans le temps, qui rend ces élus de plus en plus dépendants de leur mandat et interdit très largement le renouvellement et surtout interdit un changement de posture. Penser le politique comme un citoyen comme les autres, susceptible de redevenir un citoyen et dont les intérêts sont les mêmes que ceux des citoyens, c'est une urgence absolue, me semble-t-il. La politique n'est pas un métier, elle ne devrait pas être un métier. Hein, c'est un point capital. Et j'y reviendrai. Évidemment, autre réglementation à encourager, à intensifier, réglementation sur la transparence, sur la corruption. A-t-on sérieusement essayé de mettre en œuvre une vraie législation contre la corruption en France? C'est pas sûr. Sait-on donner les moyens d'une vraie transparence du métier politique? C'est pas sûr. On est toujours allé en deçà de ce qu'il faudrait. Restaurer une véritable séparation des pouvoirs, donc il y a tout un volet institutionnel qui me paraît lui aussi indispensable. La Sixième République n'est plus à la mode et pourtant elle devrait être remise sur l'agenda. Il est insupportable que notre Parlement ne puisse jouer aucun de ses rôles, des rôles qui lui ont été attribués, celui de faire la loi et celui de contrôler l'exécutif. Il ne peut faire ni l'un ni l'autre. Il ne sert aujourd'hui à rien. Soyons clairs. Et animer le débat public. Le troisième rôle qu'il pourrait avoir, il ne l'a pas non plus. Nous avons essayé avec quelques collègues, dans l'indifférence la plus totale, avec Dominique Bourg, Yves Saint-Omer ou Bastien François, de publier il y a quelques années un livre sur ce que pourrait être une sixième république écologique, avec la mise en place d'une assemblée du long terme qui prenait au mot ce qu'avait dit notamment Pierre sur la nécessité de la représentation du long terme dans nos institutions, qui serait en partie tirée au sort avec des citoyens. Il y a des efforts à mener d'innovation institutionnelle. Nous ne sommes pas condamnés à cette inertie. Je pense enfin à l'encouragement, et ça a été l'objet de votre séminaire, évidemment, il y a beaucoup de choses à en dire, du référendum dans nos démocraties, de l'initiative populaire autant que du référendum, même s'il y a une tradition de méfiance en France à l'égard du référendum, s'il y a des effets pervers au référendum, c'est un bon moyen d'impliquer la population. Et puis réfléchir à d'autres mesures. Je suis, pour ma part, un des seuls de mon espèce, il y en a très peu, partisan du vote obligatoire. Pour moi, le vote obligatoire pourrait être la possibilité de retrouver une forme de représentation des catégories populaires. Vote obligatoire signifie participation obligatoire, non pas vote obligatoire. Vous pouvez déposer un vote blanc, et si vous cumulez vote obligatoire plus reconnaissance effective du vote blanc, là vous avez vraiment un changement de donne assez radical. La deuxième voie, après ces réformes institutionnelles, je vous ai dit que j'allais aller assez vite, la deuxième voie, c'est la voie pour laquelle j'ai du mal à trouver. Alors on pourrait dire la contre-démocratie. Mais dans la contre-démocratie, l'idée qu'a développée Pierre dans son livre, il y a une dimension négative de cette activité citoyenne. Or, je pense qu'il faut un mot pour rejoindre trois dimensions de ce que devrait être cette démocratie extra-institutionnelle. Cette démocratie non encadrée par les partis, non encadrée par l'élection. Cette démocratie, elle doit avoir trois dimensions. Elle devrait avoir une première dimension qui est une dimension de contrôle. Ça a été bien vu, de vigilance, de jugement, le cas échéant. C'est la contre-démocratie au sens de Pierre Rosanvallon. C'est un point capital que d'avoir insisté sur cette dimension indispensable à la démocratie, j'y reviendrai. Mais il me semble qu'il doit y avoir une deuxième dimension, une dimension d'interpellation. Et une initiative de la République des idées récentes, le Parlement des invisibles, joue ce rôle d'interpellation, c'est-à-dire de mise sur l'agenda d'un certain nombre de questions, d'un certain nombre de problèmes que les politiques, que les élites ne voient pas,
parce qu'elles vivent dans un autre univers, et parce que les relais entre ces deux univers ne fonctionnent pas comme ils devraient l'être. Et puis il y a une troisième dimension, il y a une dimension créative. Dans cette démocratie, il y a des capacités d'innovation, des capacités d'invention, des capacités d'auto-organisation, qui me paraît absolument invraisemblable aujourd'hui de mépriser comme le font à la fois les élites politiques et les élites journalistiques. Et je vais revenir sur chacune de ces dimensions. Trois éléments. Toute démocratie suppose une activité citoyenne. C'était la conviction des Grecs. Nous, discours de Périclès, nous considérons le citoyen qui se désintéresse des affaires de l'État comme un parasite. Nous avons lu Tocqueville, le sommeil de la citoyenneté engendre des monstres politiques, engendre toute forme de despotisme. Il est clair que cette activité citoyenne, entendue comme la capacité maximale du nombre maximum de citoyens sur le maximum de sujets, on peut résumer les choses telles qu'elles sont, doit être considérée comme un idéal en démocratie, doit être considérée comme un idéal en tant que tel. Certes, la mise en œuvre de cet idéal est extrêmement compliquée pour des raisons de disponibilité intellectuelle ou biographique ou matérielle des citoyens, mais on doit viser cette activité citoyenne. Il n'y a jamais d'excès de politisation. Dans les années 70, un certain nombre de mes collègues expliquaient que les démocraties sont ingouvernables parce que les citoyens s'intéressent trop à la chose publique. C'est Crozier, Huntington, dans leur livre sur l'ingouvernabilité des sociétés, 1975, les citoyens s'intéressent trop à la chose politique. Et on sortait d'une décennie, 60, où, certes, il y a eu beaucoup de mobilisation citoyenne, mais avec des effets positifs, rétrospectifs, qu'on ne doit absolument pas négliger. Cette crainte de... Alors, pas Huntington, mais d'autres invoquaient la République de Weimar, en disant, vous avez vu la République de Weimar, ce que ça a donné, vous avez vu, ils sont trop intéressés à la politique, et bon. Or, je crois que ce type de discours est un discours qui, aujourd'hui, doit être réfuté en tant que tel. Il importe, comme idéal, que le maximum de citoyens s'intéressent dans le maximum de contextes possibles, au maximum de sujets possibles. Ça doit être considéré comme un idéal en tant que tel. Et la disponibilité à se mobiliser, elle existe aujourd'hui. Ces capacités de mobilisation, ici et maintenant, en dehors des partis des citoyens, elles sont là. Deuxième dimension, c'est dans les collectifs citoyens aujourd'hui que résident les sources de l'innovation démocratique et de l'imagination politique. Ça n'est pas, évidemment, dans les institutions. Le mouvement des indignés, pour ne prendre que cet exemple, a expérimenté d'autres formes de discussion, de délibération, a expérimenté des technologies de la discussion publique qui pourraient être recyclées dans d'autres instances. Ils ont essayé de démontrer que des formes de prise de décision parfaitement égalitaires étaient possibles. Aujourd'hui, d'autres collectifs citoyens se servent de tous les moyens possibles d'Internet pour pratiquer l'écriture collaborative, pour ouvrir les possibilités d'entrer dans la discussion à des catégories d'acteurs que l'écriture ou le langage politique classique rebute. Internet, c'est le lieu où n'importe qui peut utiliser n'importe quel matériau pour défendre un point de vue politique. Quand vous détournez une vidéo, comme quand hier vous faites ce truc génial qui consiste à mêler ce qu'on peut faire avec Internet maintenant, la photographie de Sarkozy et de Valls,
qui vous donne une sorte de monstre, de chimère monstrueuse, c'est-à-dire que les deux visages, vous avez du morphing, vous voyez, je vous recommande. Facebook est un lieu, pour moi, en tant que politiste, Facebook, dans une moindre mesure Twitter, sont des lieux où l'expression politique sauvage est permanente. Hein, et c'est formidable. Et ce sont des gens qui ne seraient pas capables, me semble-t-il, dans une assemblée docte, dans une mairie, de défendre par d'autres moyens, ou j'en sais rien, je ne fais pas de procès d'intention. Ils sont porteurs donc de moyens techniques. Je pense par exemple à la fameuse démocratie liquide du Parti pirate. Ils ont inventé un logiciel de démocratie liquide pour réinventer la représentation totalement. C'est-à-dire que le représentant, lorsqu'il est dans l'assemblée où il est censé décider, est en contact permanent avec ceux qui l'ont placé, ceux qui l'ont désigné. Et donc, ne cesse de prendre leur avis en compte dans les choix qu'il fait autour de la table. Il réinvente le mandat impératif, ce faisant, et il lui donne la possibilité de ne pas revenir en permanence. C'était un des arguments hostiles au mandat impératif. Je suis peut-être trop long, Pierre, ça va ? Un des arguments hostiles, c'était le caractère impraticable, matériellement, du mandat impératif, surtout à la fin du XVIIIe siècle. Comment revenir devant ceux qui vous ont élu ? Là, vous avez par Internet, vous avez la possibilité de le faire. C'est absolument... c'est très intéressant. Alors, je ne vous dis pas que c'est une entreprise politiquement extrêmement sérieuse que celle du Parti pirate, mais au moins, il y a l'injection de solutions nouvelles à de vieux problèmes. Les sources de l'innovation démocratique, et puis, troisième aspect de cette dimension, alors on pourrait parler, alors ce serait intéressant d'ailleurs, on pourrait en parler de démocratie civile. Alors il y a un autre terme qui est la démocratie sauvage. J'ai mon collègue Laurent Mermet qui oppose la démocratie d'élevage à la démocratie sauvage. Je trouve que c'est très très bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Démocratie sauvage, mais on voit bien comment le sauvage, dans nos visions rationalistes, c'est un truc... Démocratie civile, j'ai regardé en rédigeant ce truc, personne ne l'utilise sur Google, ça n'a jamais existé. Est-ce que ce serait un scandale que de parler de démocratie civile ? Alors, mais on y reviendra et je compte sur Pierre pour m'incendier. Ah, c'est une horreur. Parce que la contre-démocratie, je pense, est trop limitative par rapport à ce qu'on écrit. Alors, les citoyens sont parfaitement capables de prendre des décisions sur les choses qui les concernent lorsqu'on les laisse faire. Cette dimension d'auto-organisation, elle est fondamentale. Or, les citoyens font face à un déni, un a priori d'incompétence, un déni de compétence. Or, ils disposent des capacités d'expertise à certaines échelles, l'expertise d'usage dont on parle beaucoup aujourd'hui, des capacités d'auto-organisation que l'on a toujours déniées, l'État français en particulier, qui se méfie comme de la peste de l'auto-organisation de la société civile, qui pense que seul l'État peut mettre en forme et en mouvement la société. Or, toutes les initiatives qui, depuis les années 60, relèvent de ce qu'on appelle le community organizing, l'organisation communautaire, ce sont des mouvements urbains dans les quartiers populaires de citoyens qui se prennent en main eux-mêmes, avec des leaders issus de leur sein. Alors il y a toujours cette dimension communautaire qui aujourd'hui en France aussi pose problème. L'assimilation de la communauté à la différence ethnique est quelque chose qui évidemment invalide cette idée de community organizing. En même temps, la notion de communauté là-bas est beaucoup plus large. Ces communautés sont des communautés d'habitants, territorialement inscrites, et on y voit la grosse autre différence, c'est le poids des églises. Les églises participent à la vie politique et sociale véritablement et participent à des alliances dans ces mouvements. Une expérience comme celle de London Citizens, qui a bien été étudiée par ma collègue Hélène Balazar. London Citizens, dans les années 90 et surtout 2000, London Citizens a permis de voir émerger un pouvoir
issus des citoyens, capables de lancer des campagnes sur des sujets ciblés et définis par consensus, capables de former des leaders communautaires, reposant sur un engagement et des alliances, des coalitions très disparates, des églises, les syndicats, des mouvements des universités, etc., qui comptent dans la vie politique anglaise actuelle, qui compte au point que les 3 candidats principaux aux élections législatives, aux dernières, où Cameron ont été élus, ont été auditionnés par London Citizens avec une forte visibilité médiatique. Ce que cherche à faire aujourd'hui un collectif comme celui de ma collègue auquel je participe, Marie-Hélène Baquet et Mohamed Mesmache, ce collectif citoyen qui cherche à fédérer les énergies politiques des habitants des quartiers et qui s'est monté à la suite d'un rapport commandé par le ministre de la Ville, on peut dire aujourd'hui maintenant l'ex-ministre de la Ville, François Lamy, avant même que le gouvernement, puisqu'il a perdu sa mairie. Et ce rapport sur le pouvoir d'agir des habitants a débouché sur ce collectif qui a comme devise une phrase prêtée à Gandhi, qui me paraît une phrase lumineuse, mais qui ne fait pas sens en France. Cette phrase, c'est « Tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. » C'est l'idée que cette participation, tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Cette participation, elle doit venir des citoyens et elle doit mettre en jeu leurs responsabilités. Le concept, c'est le concept d'empowerment. Le concept d'empowerment, encore un concept intraduisible en français, et ce n'est pas un hasard s'il est intraduisible, c'est parce qu'on n'est pas capable de le penser. C'est renforcement des pouvoirs d'agir individuels et collectifs, les deux en même temps. Capacité de pouvoir d'agir individuel et collectif, qui passe aussi par l'éducation. Et aujourd'hui, l'éducation populaire, vous savez tous où elle en est, ce serait une chance pour l'éducation populaire de s'inscrire à nouveau dans un projet politique tel que celui-là. Et on voit, dernier point qui me rend optimiste, à la fois très pessimiste, mais optimiste sur les possibilités de rénovation qui viennent du bas. C'est l'effondrement annoncé de l'État, de nos administrations, qui nous amène l'effondrement annoncé de nos services publics, programmés, voulus par certains, qui amène les citoyens à se débrouiller eux-mêmes. Et ici, l'exemple des pays du Sud, et le mouvement altermondialiste avait cette vertu de dire que les pays du Sud avaient des leçons à nous donner, pas seulement de résilience, face aux épreuves et face à la crise environnementale, mais aussi des leçons politiques à nous donner. Notamment autour, par exemple, de la question qui redevient une question fondamentale, qui est la question de la gestion des communs. Alors là, pour le coup, la gestion des communs, c'est un thème qui a été à la fois travaillé par la science économique, la science politique. Elinor Ostrom, qui est la grande théoricienne du gouvernement des communs, a été prix Nobel, ce qui est exceptionnel pour ce genre de profil, femme, politiste, travaillant sur ce type d'économie. Elle a montré qu'on pouvait gouverner les communs, c'est-à-dire ce que nous avons en partage, et en particulier la nature, par des modes collaboratifs, participatifs, égalitaires, et que nous n'étions pas condamnés à la privatisation généralisée du monde. Et il y a là un double projet, un projet économique et un projet politique derrière cette idée de commun. À des niveaux un peu en deçà. Il y a un projet politique de substitution, le projet du commun. Le livre de Dardot et Laval, qui s'appelle Commun, qui vient de sortir, là, est un livre qui me paraît très important. Je vous le conseille, il est sorti jeudi dernier. Dardot-Laval, il y a la tentative de fondation d'un projet politique. À d'autres niveaux, il y a des expériences, par exemple, l'expérience des villes en transition. L'expérience de la petite ville anglaise de Totnes,
dans le sud-ouest de l'Angleterre, 9000 habitants. Alors évidemment, des conditions favorables, il y a toujours des conditions de félicité de ce genre d'expérience, qui décident de refonder la ville autour de cette gestion en commun des communs, de relocaliser certaines activités. C'est comme une sorte, vous avez peut-être connu ces expériences, de climat 21 pour de vrai. De climat 21, d'agenda 21, pardon. Agenda 21. D'agenda 21 qui aurait une réalité dans le processus de décision. On peut citer les expériences aujourd'hui d'habitat participatif. Alors on est dans l'infrapolitique, mais l'habitat participatif est en train de se développer. On peut citer par exemple, beaucoup plus anecdotique, ce village de la Drôme qui a un peu fait parler de lui, où 1199 habitants ont été réélus. 1199 habitants ont été réélus parce que c'est une ville saillante dans la Drôme qui a décidé de pratiquer le gouvernement participatif ou la démocratie participative pour de vrai. Bon, c'est un peu pour l'anecdote, mais ça me paraît intéressant. L'enjeu de ce réveil démocratique, c'est un enjeu quantitatif, me semble-t-il, autant qu'un enjeu qualitatif. Deux limites, évidemment. Alors évidemment, nous sommes suffisamment nourris d'expériences historiques d'échecs de ce type de politique, alors que certains appellent plébéienne, l'échec des conseils qui ont toujours dégénéré, les conseils, les soviets, les conseils ouvriers, etc., etc. Bon, nous sommes toujours été réprimés, mais aussi pour être attentifs aux limites de cela. Deux limites principales. Première limite, c'est la limite de l'échelle. Jusqu'à présent, ces expériences se font à de petites échelles et se pose un vrai problème d'articulation de ces expériences, à la fois de mise en visibilité, de pollinisation, comme on dit quelquefois, voilà, mais aussi d'articulation, c'est-à-dire que deviendront les espaces extra-institutionnels? Comment on va pouvoir gouverner l'ensemble? Alors, il y a évidemment le mythe de la fédération, à la Proudhon, toutes ces associations vont se fédérer, mais il y a évidemment un problème qui est difficile. Comment sortir de cette échelle, On peut dire, par exemple, une exception à ça, l'expérience zapatiste, qui dure, même si on n'en parle plus, qui vient de fêter ses 20 ans. L'expérience zapatiste, vous savez, dans le Chiapas, dans la région du Chiapas, au Mexique, le sous-commandant Marcos, qui développe ce type d'idées. Et je vous renvoie notamment aux écrits tout à fait intéressants de Jérôme Bachet sur cette question. L'expérience du Chiapas, elle dure. L'expérience du Chiapas, elle porte sur un territoire grand comme la Belgique. L'expérience du Chiapas, elle permet d'associer à la fois un refus de la professionnalisation politique, des formes de participation et de mise en commun qui sont assez séduisantes. Mais la région du Chiapas, par ailleurs, elle a un leader fort, le sous-commandant Marcos, même si par ironie il se fait appeler sous-commandant, il est quand même un chef. Elle s'inscrit dans une communauté de vision du monde partagée très forte. C'est une communauté indigène qui a beaucoup en commun au départ, et elle est limitée par essence. Donc vous voyez, il y a un problème d'échelle. Et le deuxième problème, c'est un problème d'institutionnalisation, de fragilité de ces expériences. On l'a vu avec le mouvement Occupy, avec le mouvement indigné. Comment maintenir dans la durée ces expériences dont le coût de coordination ou les coûts de coordination sont très fortes. Se mettre d'accord, rechercher le consensus, faire en sorte que tout le monde participe tout le temps, ça a des coûts institutionnels extrêmement forts. Et là, la question de l'institutionnalisation du refus de la représentation, c'est la question de l'institutionnalisation d'une expérience politique qui reposerait sur le refus de la représentation, est une question extraordinairement sérieuse. On va voir si Grenoble, l'hirondelle en cette matière de dernier scrutin, Grenoble va renouer avec, vous savez, avec ce qu'avait été en 1965, l'expérience du Bedou. On va voir si là, on va pouvoir observer à cette échelle.
Troisième voie, la voie de la démocratie délibérative, et j'en terminerai par là. La démocratie délibérative, c'est le terme auquel je tiens et finalement auquel je suis aujourd'hui attaché, y compris en France, où la connotation de ce terme est problématique. En France, la délibération, c'est la décision. Et pour tout le monde, la démocratie délibérative, c'est les élus. Et on fait des délibérations sans discussion. La vertu de la notion de démocratie délibérative, c'est qu'elle renvoie à la discussion préalable à la décision. Pas de décision sans discussion préalable qui implique le maximum d'acteurs. Alors, ce vocable, il a été inventé par la philosophie politique anglo-saxonne, dans le sillage des écrits de Habermas, Jürgen Habermas et John Rawls, dans les années 90, et il est contemporain, me semble-t-il, de la crise de la décision dans nos démocraties. Il est contemporain d'un contexte politique dans lequel il ne suffit plus qu'une autorité élue et légitime, en principe, prenne une décision pour que celle-ci soit consentie, acceptée, voire même mise en œuvre par la population. C'est cette idée qu'aujourd'hui, ce qui fait la légitimité d'une décision, c'est aussi le débat, la qualité et l'inclusion du débat préalable au choix qui a été fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la démocratie délibérative ? Je reprends une définition robuste, c'est celle de collègue Sheila Benhabib. C'est un système dans lequel une décision n'est légitime que si elle a été précédée d'un débat auquel ont pu participer sur une base égalitaire tous ceux auxquels elle s'applique, auxquels ont pu participer, une décision, bon, je traduis, mais l'esprit, vous allez le voir. Il s'agit en fait d'approfondir le processus de représentation, et là je retrouve une des préoccupations de Pierre Rosanvallon. Il s'agit de passer de la dimension de pure incarnation de la représentation. J'ai été élu, je suis légitime à parler au nom du peuple, je peux lui imposer ce que je veux. Cette dimension d'incarnation de la représentation, dans laquelle une autorité élue peut tout faire, selon une fiction qui veut qu'elle incarne, qu'elle soit le peuple, passer d'une vision incarnative de la représentation à une vision inclusive de la représentation, dans laquelle la représentation ne s'oppose pas à la participation, mais l'implique, dans laquelle il n'y a pas de représentation démocratique sans participation citoyenne, dans laquelle la participation, la représentation et la légitimité se construit dans des allers et retours entre représentants et représentés. Il s'agit donc de multiplier les épreuves de légitimité dans l'intervalle entre les élections. Il s'agit d'impliquer les citoyens, il s'agit d'obliger les représentants à rendre des comptes, etc., etc. Il s'agit aussi d'intelligence collective. Ça, c'est un point capital. Il s'agit d'explorer les controverses. Il s'agit de produire de meilleures décisions en approfondissant au maximum les scénarios disponibles. Cette thématique de l'intelligence collective est aujourd'hui portée par un courant assez fort de la théorie politique américaine, consiste à dire plus les points de vue sont divers, pas s'ils sont nombreux, mais plus les points de vue sont divers, et plus la décision a une chance d'être juste. Et ça renverrait à une dimension épistémique de la démocratie. Alors, critiquable, discutable, mais l'idée que la démocratie finit par produire de meilleures décisions. Et elle renvoie à des enquêtes qui montrent qu'effectivement, dans un certain nombre de contextes, il y a une plus-value à la participation démocratique sur un certain nombre de choix. Alors, 3 principes. Un principe d'inclusion. Il faut que tous ceux qui sont concernés puissent se faire entendre. Un principe d'argumentation. Il faut favoriser l'échange d'argumentation. Et un principe de publicité, le vieux principe kantien de publicité. Et là, il existe de multiples expériences, de multiples dispositifs
qui porte cet idéal de démocratie délibérative, ouverte, dialogique, comme vous voudrez. Je vais en prendre quelques exemples qui me paraissent avoir démontré leur potentialité. Premier exemple, c'est quelque chose de bien connu. C'est l'exemple du budget participatif. Le budget participatif tel qu'il s'est inventé en 1990 à Porto Alegre, au Brésil, qui consiste à faire en sorte que la population d'une collectivité puisse débattre d'une part significative du budget d'investissement de la commune. Je dis une part significative, pas 200 000 euros, mais une part significative, alors qu'il peut aller de 15 à 60%, qui consiste à mettre en discussion les intérêts des différents quartiers et des différents groupes composant la ville, qui consiste à rechercher l'inclusion sociale dans la discussion sur les affaires budgétaires. Ce budget participatif, aujourd'hui, est l'un des instruments qui se révèlent les plus efficaces, qui se diffusent à une allure dont on ne peut pas imaginer la vitesse lorsqu'on est en France, très loin de ces choses, à la fois dans les pays du Nord, dans les pays du Sud, en Amérique du Nord, à New York, à Chicago. Aujourd'hui, on fait du budget participatif. Un sommet africain sur le budget participatif a eu lieu. Il y a une effervescence sur le budget participatif, et pour de bonnes raisons. Lorsqu'on le fait vraiment, lorsqu'on le fait sérieusement, ça a des effets extrêmement vertueux. Et il est quand même intéressant de voir que la candidate qui vient d'être élue maire de Paris, Anne Hidalgo, en rupture avec son prédécesseur qui ne faisait pas de démocratie participative à proprement parler, a décidé de un peu hausser l'exigence en mettant en place un budget participatif qui ressemble à quelque chose, s'il voit le jour, c'est-à-dire 5% du budget d'investissement mis en budget participatif, selon un dispositif qui m'apparaît, pour l'instant, plutôt intéressant. On avait aussi d'autres expériences en France tout à fait passionnantes. Deuxième, et je vais bientôt terminer, je suis un peu long là. Oui, je vais bientôt terminer. Deuxième type de... Je suis très bavard, hein. Ça va ? Continuons. Ah bon. Je n'attendais pas un tel retour. Deuxième démonstration que ça fonctionne, que ça peut fonctionner. C'est la manière, toujours dans l'ordre institutionnel, mais ouvert à la discussion, c'est la manière dont certaines collectivités se sont efforcées de pratiquer ce qu'on pourrait appeler un gouvernement ouvert, l'open government dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire de revoir toute leur politique publique à l'aune de cet impératif de délibération. Et j'ai en tête un certain nombre de collectivités qui ont réussi à mener à bien ça. Je pense par exemple, alors je reviendrai sur les limites, je pense Conseil général du Val-de-Marne, Conseil général du Meurthe-et-Moselle, ville de Metz, par exemple, réélue, une des rares villes. Pour moi, c'est un objet, enfin, voilà, ça fait partie des villes qui n'ont pas été battues. Donc, ville de Metz, je vous donne comme indicateur, quand même, des moyens mobilisés, 12 personnes au service démocratie participative. On peut trouver que c'est très excessif. Mais si vous voyez ce que font ces personnes, ça n'est pas du tout. C'est-à-dire à la fois pour animer les conseils de quartier, c'est le minimum, mais pour accompagner tous les autres services dans cette idée qu'il faut préparer la décision démocratiquement. Conseils régionaux, il y a eu cette expérience un peu médiatisée de Poitou-Charentes, mais il y a d'autres conseils généraux. Il y a des villes qui font leur aggiornamento et qui finalement repensent l'action publique d'une manière différente, en se disant on peut acquérir à la fois plus d'efficacité et de légitimité en consultant systématiquement et loyalement les citoyens. Il y a un vrai problème, c'est que les conditions de félicité de ces expériences sont très fragiles. C'est-à-dire que je les ai identifiées, modélisées, il faut à la fois une volonté politique affichée, des élus porteurs de cela qui soient
respecté, fort, c'est-à-dire que c'est ça, c'est un rappel à l'ordre de la vie politique traditionnelle. Il faut qu'ils aient une marge de manœuvre politique, et il faut une direction administrative qui soit convaincue. Et là encore, comme ça n'est pas toujours le cas, il y a des réticences. Donc ces conditions de félicité, elles sont difficiles, mais quand ça marche, c'est assez extraordinaire comme résultat. Troisième type de procédure qui se diffuse, c'est le jury de citoyens, les conférences de citoyens. On voit bien comment elles accompagnent aujourd'hui un certain nombre de débats publics préparatoires à la décision, à la législation, d'une manière qui peut sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas toujours. Je pense par exemple au jury qu'avait mis en place le Conseil consultatif national d'éthique sur la fin de vie. On voit bien comment le jury de citoyens est un élément d'inclusion d'un point de vue d'acteurs qui ne sont pas les acteurs traditionnels de la décision. On a des expériences emblématiques d'assemblées citoyennes qui ont fonctionné, qui ont eu une influence sur le droit, sur la législation. On a la fameuse assemblée citoyenne de Colombie-Britannique en 2004, par laquelle 160 citoyens de la Colombie-Britannique ont reçu un mandat, tiré au sort, ont reçu un mandat pour réformer le mode de scrutin, avec référendum à l'issue de ces 6 mois autour desquels ils ont auditionné, avec l'idée qu'en fait, les moins bien placés pour réformer le mode de scrutin, mais Saint-Omer a dû vous en parler dans un précédent séminaire, les moins bien placés pour réformer le mode de scrutin, c'est évidemment les partis politiques. Hein, donc on va demander aux citoyens de le faire. Et ils l'ont fait, ils ont produit un projet que d'aucuns ont trouvé à la fois original et sérieux. Il a été soumis au référendum, pas de chance, il a été adopté à 64%, il en fallait 66% pour que le référendum soit adopté. Mais vous voyez, là, on a un processus qui intéresse énormément la littérature internationale parce qu'il associe démocratie délibérative et démocratie directe. Mais on peut multiplier. Moi, j'ai regretté le débat national sur la transition énergétique. J'ai regretté qu'on n'ait pas été plus ambitieux dans la mise en œuvre de dispositifs de ce type. Or, on a fait ce débat à l'économie et c'est dommage. Autre expérience, toute récente, l'Assemblée citoyenne irlandaise, la Convention constitutionnelle irlandaise. 100 Irlandais tirés au sort, non, 66 Irlandais tirés au sort et 33 élus. Parce qu'ils ont dit, on va mettre des élus quand même pour réviser la Constitution. Donc une constituante citoyenne. Et le texte est sorti la fin février. Le texte, il y a un projet, à mon avis, tout à fait sérieux de réforme constitutionnelle. Il ne reste plus au parti, et le problème vient de là, hein, le plus souvent, au parti qu'à le soumettre au référendum. Ce que les Islandais ont tardé à faire, hein, vous le savez, il y a eu un vrai problème. La constitution islandaise, la nouvelle constitution islandaise, après l'effondrement de la crise monétaire, avait été élaborée comme ça. On a même parlé de wiki-constitution. Elle a été élaborée par Internet, hein, en partie avec des apports citoyens. Quatrième chantier, tout ce qui relève de ce qui aujourd'hui est souvent caricatural, tout ce qui relève de ce qu'on appelle la concertation en France. C'est un terme, là, pour le coup, qui est intraduisible en anglais, le terme concertation. On concerte avant les projets, on fait la concertation. Alors, on a les enquêtes publiques, qui sont une caricature. On a le débat public, qui est une institution que nous devrions protéger, collectivement. La Commission nationale du débat public est une institution que nous devrions protéger. C'est une innovation démocratique très importante et de manière très improbable qui a réussi à exister dans un contexte politique très improbable et qui est aujourd'hui très menacée, très très menacée. Cette Commission nationale du débat public, elle a permis de mettre en œuvre, avec toutes les limites qu'elle comporte, cette idée d'une délibération inclusive en amont des grands projets. Mais j'ai en tête d'autres concertations auxquelles j'ai participé ou que j'ai observées, qui montrent qu'on peut le faire. Par exemple, j'ai un de mes exemples favoris, c'est un exemple sur lequel j'ai été partie prenante, l'exemple d'un pont sur la Garonne et d'une concertation mise en place par la communauté urbaine de Bordeaux, qui vient de tomber, à droite, par Vincent Feltès. Donc il y avait les conditions de félicité dont je vous parlais. Et ce pont
a mis en place un dispositif de concertation qui a été co-organisé avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que la concertation elle-même a été organisée par les parties prenantes, y compris les riverains les plus NIMBY, c'est-à-dire les riverains qui avaient peur de voir leur sortie de garage abîmée. Vous voyez, tout le monde était là. Tout le monde était là. Et on a élaboré ensemble la concertation sur ce pont, Jean-Jacques Bosque. Il y a eu une production, un travail de production de principes et de propositions, qui a été repris à 90% par Feltes et Juppé. 2 citoyens ont été jusque dans le concours, le jury d'architectes, le concours. Et là, quand vous verrez le pont, alors il ne se fera peut-être pas parce qu'il va être très cher, mais honnêtement, c'est toujours le problème. C'est un pont urbain. Il est sublime. Moi, j'ai failli... une des premières fois où je me dis, merde, je sers plutôt à quelque chose. Alors moi, j'étais garant sur ce pont. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai joué un rôle qui me paraît devoir être joué de plus en plus dans nos démocraties matures. C'est le rôle de garant, c'est-à-dire de l'institution qui, sans véritable pouvoir d'agir, garantit qu'il y a vraiment un débat démocratique égalitaire. C'est-à-dire qui est capable d'intervenir lorsqu'il a le sentiment que les règles du jeu... Bon, et ce garant, j'étais totalement extérieur au truc, et on était 2 avec un collègue du Conseil général des ponts et chaussées, et on a joué un rôle absolument, à mon avis, capital dans la réussite du processus. Dernier point, les technologies numériques, les plateformes numériques, sont autant d'autoroutes aujourd'hui, alors sans verser dans l'illusion techniciste, dans le fétichisme de la technique, mais honnêtement, nous démontrent qu'un certain nombre de plateformes collaboratives nous démontrent que ça va tout changer. Je pense à l'expérience auquel j'ai participé aussi, Parlement et citoyens, qui permet à des parlementaires, dont vous savez que la probabilité de voir leur proposition de loi adoptée est très faible, s'appuyer sur un débat en ligne avec des citoyens, donc discuter avec eux pour produire leurs propositions, avec des chances finalement d'avoir à la fois une proposition plus forte et de trouver appui sur la participation citoyenne elle-même. Je pense par exemple à tout ce que les techniques de simulation, les jeux permettent. Alors il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Making Democracy Fun ». Rendre la démocratie drôle. Et ce type, Josh Lerner, c'est un vieux routier de la participation démocratique, et son sous-titre, c'est « How Game Design », comment les jeux peuvent renforcer les citoyens et transformer la politique. « Can empower citizens and transform politics ». Ça rend beaucoup plus facile la prise de parole, la contribution, etc., etc. Fragilité de ces expériences, évidemment. Cette fragilité, j'ai eu tout un livre que j'ai fait publier dans la collection de Pierre pour les décrire. Fragilité de soupçons, fragilité liée à l'inertie des institutions, fragilité au fait qu'elles sont instrumentalisées très souvent lorsqu'elles viennent d'en haut, fragilité liée à des tas de facteurs. Mais je ne suis pas là pour, compte tenu du caractère désespérant de mon réquisitoire de la première partie, je ne suis pas là pour vous désespérer en pointant toutes les difficultés. La seule chose qu'il faut retenir, les 2 choses qu'il faut retenir, je terminerai là-dessus. Il faut une combinatoire de stratégies. Ne négligez aucune d'entre elles, parce que ces 3 démocraties forment la vraie démocratie. Et font la force de la démocratie. Et donc l'imagination démocratique, elle doit porter sur les 3. La limite, c'est la question de savoir si on peut changer les institutions sans changer tout le système économique capitaliste qui est autour et qui aujourd'hui est en passe d'avoir d'ores et déjà gagné. C'est d'avoir déjà tellement à la fois vampirisé les institutions et surtout vampiriser les représentations, c'est-à-dire les mentalités, c'est-à-dire formater les subjectivités, que peut-être il est déjà trop tard. Voilà, merci beaucoup.